Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais, mon rêve le plus profond, ça serait Make Kitchen Great Again. Qu'on se sente bien dans les cuisines. Ça, c'est un slogan politique. Bienvenue sur le podcast Coalescence, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs d'aujourd'hui, ceux qui font coexister humanité et rentabilité pour créer le monde de demain. Oui, mais c'est aussi une position très délicate dans la mesure où il y a une subordination des deux côtés. On est subordonné par ses supérieurs, on est subordonné par le client. Ah ouais, d'accord. Je suis Laure Barbaza, la fondatrice de la Fabique. Je ne peux pas parler de dévotion, mais en tout cas, je Ils sais sont que je peux leur investis. demander parce qu'ils savent que je suis investi. Ouais. C'est-à-dire que je peux parfois demander un petit truc en plus, sans exagérer non plus. C'est pareil, je me rends compte quand j'exagère ou quand ça va être trop. Mais voilà, regarde, moi je me donne, ouais, ok, vas-y, je me donne un petit peu pour toi aussi. Parce que je suis content, tu me le rends. Ouais. La coalescence, c'est le phénomène physique de deux gouttes d'eau qui se rejoignent pour créer une goutte plus grande et plus puissante. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode du podcast Coalescence, j'ai décidé de changer de décor. Comme vous le savez, je suis la fondatrice de la Fabique, l'école de cuisine pour adultes à Montpellier. Et je me disais que quand même ça pourrait être super sympa d'accueillir les invités avec notre chef qui va leur cuisiner un plat à partir de leurs ingrédients préférés. Est-ce que tu es prêt, François ? Oui. Toujours prêt, François. Toujours prêt. Alors pour l'histoire, François, ça a été le premier chef qui m'a suivi depuis 10 ans maintenant. Dans toutes les premières fois de la Fabique, c'est lui qui les a faites. C'est ça. Donc là, ça va, t'as pas peur ? T'es chaud ? Non, pas de souci. Hein. Facile pour toi ? Facile pour moi. Facile. Donc François va cuisiner un plat, un dessert, un entrée plat, on va voir, pendant 1 heure, pendant que l'invité va être là, on va pouvoir discuter de comment il a réussi à faire coexister humanité et rentabilité. À côté, le chef va cuisiner et après on dégustera tous les trois ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coalescence. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse, j'accueille Clément Gély. Bonjour Clément. Bonjour. Ça va ? Tu te sens bien ? T'es bien ? Je me sens très bien, l'endroit est très sympa, il fait bon en plus. Parfait. Bon chaud dehors. Bon, nickel. Alors, quelques mots sur Clément Gély. Donc, Clément Gély est un chef cuisinier-pâtissier. Tu fais partie de l'association des chefs doc. Tout à fait. Tu as 2 restaurants ici à Montpellier, le Verre à Vin et la Table de Pierre Rouge. Tu es chef cuisinier et pâtissier. Et tu vas nous expliquer tout ce que tu as mis en place au sein de ton restaurant pour faire coexister humanité et rentabilité. Mais avant ça, tu vas nous dire la recette ou les ingrédients, parce que la question c'était mais quelle recette tu as envie que le chef cuisine pour toi ce soir ? Et tu nous as envoyé une recette d'escabeche. Oui, tout à fait, j'ai choisi l'escabeche parce que c'est déjà une recette que j'aime beaucoup et sur laquelle on peut développer justement sur le côté rentabilité dans un restaurant, à savoir que les maquereaux sont des poissons qui coûtent pas nécessairement cher. Parce que attends, qu'est-ce qu'une escabeche ? Ou on dit une escabeche, des escabeches ? Oui, une escabeche, oui. Une escabeche. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors une escabeche, au-delà d'être un plat provençal, c'est aussi une méthode de conservation qu'on utilisait à l'époque justement pour conserver les poissons qu'on allait pêcher quand il y avait moins de réfrigérateurs et tout. Enfin, en fait, toute la technologie un peu d'époque. Donc une escabeche, c'est une préparation avec du vin blanc, une petite garniture aromatique. Ouais. Ça va être un espèce de bouillon qu'on va faire réduire et qu'on va verser sur les poissons de manière à ce qu'on les cuise mais très légèrement. En fait, on va les garder un peu nacrés à cœur et le fait de rester immergé dans cette solution, en fait, un peu sucré, un peu acide, ça va nous permettre de gagner en conservation aussi. D'accord, ok. Et pourquoi tu as choisi cette recette ? Est-ce qu'elle a une histoire particulière dans ta vie ? J'ai pas d'histoire particulière avec l'escabeche, mais c'est une recette qui a l'air toute simple parce que c'est une recette un petit peu d'époque, mais qui en fait a beaucoup de technicité à l'intérieur, ne serait-ce que sur le travail du poisson, le travail de la garniture, parce qu'on va travailler vraiment une fine brunoise de légumes pour la faire, cette escabeche. D'accord. On peut parler aussi de belle huile d'olive, on peut parler d'un bon vin blanc. C'est une recette simple, un peu paysanne, mais qu'on peut rendre très noble. Ah ok, super. Alors François, quand il a vu que c'était une escabeche, il était content, mais tu m'as dit quoi François ? J'ai une escabeche, en général, c'est un plat qui, comme tu dis, qui se garde. Donc, avant, on le déguste 2 jours après l'avoir, en général. Ouais. Et donc là, il était gêné en disant « Mais Laure, je vais cuisiner, on le déguste 2 jours après » ou comment ça se passe ? Et non, ça sera pour tout de suite. Tout de suite, voilà. Ouais, on peut le faire aussi, quoi. On peut le faire aussi, oui. Après, c'est légèrement différent, mais après, c'est vrai que on a plus de saveur. L'escabeche, quand ça consommé 2 jours après, on sent toutes les saveurs dedans. C'est surtout le vinaigre qui va apporter ce petite amertume, cette petite acidité qu'on recherche dans tout ce qui est comme un pickle, quoi. C'est une sorte de pickle tout à fait. de poisson. En gros, c'est ça.
D'ailleurs, tu devais apporter des pickles. Je pense que c'est ce que tu voulais mettre. Exactement. Je lui dis, tiens, c'est ce qu'il veut sûrement recréer dans sa recette. Et, oui, et vraiment, oui, pour l'histoire, comme on disait tout à l'heure, j'avais tout préparé et j'ai dû amener ma petite fille à la danse parce qu'on a eu un problème organisationnel. Mais oui, tout à fait, effectivement. Ça, c'est la vie. Voilà. C'est la vraie vie. J'avais des pickles d'oignons, pickles de betterave. Tu as apporté aussi une baie de séchage, enfin une baie exotique qu'on en général n'utilise pas dedans parce que nous c'est vraiment laurier, thym et puis origan. Tout à fait. Et on n'avait pas non plus citronnelle parce que je sais que les citronnelles aussi apportent un peu plus. Donc voilà, on va essayer de recréer ta recette. Merci, c'est très gentil. Et voilà, c'est vrai que comme on dit, c'est une recette paysanne mais qu'on peut complexifier et rendre un peu plus noble. Par la baie des Bataques, c'est une petite baie qui est très parfumée, qui a un parfum de citronnelle. Ça s'apparente au poivre de Sichuan comme on a dit tout à l'heure. Le côté citronnelle, en fait, quand moi j'en mets dans la mienne, ça apporte cette espèce de profondeur acidulée. C'est une acidité herbacée, c'est pas une acidité vive, citrique, quoi. Tout à fait, oui. Ok, je comprends. C'était la minute cuisine, même pas plus que ça. Non, mais ça, c'est bien. En fait, de voir des passionnés discuter, je trouve ça génial. C'est trop bien. Surtout un plat emblématique. C'est un plat emblématique, nous, de la Provence. Hein. C'est ça, de notre belle région. Ouais. On va se régaler. C'est un bon... On a hâte. C'est une bonne idée. Allez, François Boulot. Allez, tu bosses. Je vous laisse maintenant. Du coup, pour démarrer, ce que je te propose, c'est que déjà, tu nous expliques un peu ton parcours, pourquoi tu as choisi ce métier-là. Voilà, savoir ton parcours et ton chemin de vie jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, mon parcours, il est quand même relativement simple et... Je voulais être pizzaiolo à la base, vraiment, pour tout avouer. Tous les ans, quand j'allais à Saint-Pierre-la-Mer avec mes parents, on passait devant une pizzeria, je voyais le pizzaiolo fabriquer ses pizzas tous les jours, enfin tous les soirs du moins. On mangeait pas des pizzas tous les soirs quand même. On a été bien éduqués culinairement. Et en fait, c'était simplement le fait qu'il fabrique, le fait qu'il qu'il manipule les produits, qu'il les transforme. C'est ça qui m'a fait me dire, mais j'ai envie de faire ça moi aussi, ça peut être super chouette. Ok, c'était de travailler avec tes mains. Oui, c'est ça. Plus c'est que la nourriture. Oui, la transformation, vraiment donner vie en fait à une nature morte, en quelque sorte. Ok. Donc, mon petit bout de chemin se fait et j'apprends malheureusement qu'on ne peut pas devenir pizzaiolo en claquant des doigts, il faut passer par l'école hôtelière. D'accord. Voilà. Déception ou... Non, pas déception parce que j'ai fait toute l'école hôtelière avec mon meilleur ami. D'accord. Donc au final, je me suis retrouvé avec mon copain et ça s'est super bien passé. Donc j'ai fait un cursus d'hôtellerie plutôt basique. Hein. J'ai commencé par un BEP, ensuite j'ai fait un brevet professionnel en alternance, c'est là où j'ai commencé l'alternance. D'accord. Et ensuite, j'ai fait 1 an de mention complémentaire en pâtisserie au CFA de Béziers. J'ai été mordu par la pâtisserie finalement. D'accord. C'est plus ça qui t'a plu que la cuisine ? Alors non, tout me plaisait, mais c'est vrai que quand on est cuisinier, généralement, on n'aime pas trop la pâtisserie. Ouais. Oui, c'est vraiment 2 métiers complètement différents. Exactement. Et je l'étais, hein. Je n'aimais pas la pâtisserie avant. C'est là où c'est rigolo. C'est obligatoire, finalement. Rien à voir avec ce qu'on apprend en école. Oui, c'est deux méthodes. Le pâtissier, il faut être beaucoup plus précis, alors que le cuisinier, c'est un petit peu... Ça nous apporte après, je pense, en cuisine, tout ce qui est précision, un peu plus de précision. Et tout à fait. Et même en termes de compétences organisationnelles, ça apporte aussi quelque chose d'autre, peut-être plus d'anticipation, un peu moins rock'n'roll au final. Plus structuré. Je dis pas que les pâtissiers sont chiants, mais ouais, effectivement, c'est plus précis, quoi. C'est ça. Les pâtissiers, c'était pour vous, celle-là. Mais je les connais, moi j'en suis aussi un. Au plus profond de mon âme, je reste pâtissier aussi. Et donc voilà, j'ai été mordu par la pâtisserie. J'ai commencé à travailler en pâtisserie boutique à Poitiers. Ça a été mon premier job en fait à 18 ans, mon premier métier, vraiment mon premier salaire, la première partie de mon salariat, pardon. Ça a été ouvrier pâtissier dans une boulangerie pâtisserie à Buxerolles. D'accord. Du côté, c'est juste à côté de Poitiers, donc. Donc j'y ai passé à peu près 1 an et je me suis éclaté. C'était encore un rythme différent parce que moi j'ai fait mes études, mon année d'études en pâtisserie, en dessert de restaurant. Et là je me suis dit, bon pourquoi pas essayer la boutique, comme ça au moins je vais faire un tour assez global de ce métier-là.
Et ça m'a vachement plu. Un an, ça m'a plu. Ah oui. Parce que du coup, peut-être, il faut préciser, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas du métier, pâtisserie, dessert de restaurant, ça peut sembler logique, mais en fait, ça peut pas sembler identique, mais en fait, pas du tout. Non, ça l'est pas. Ouais, c'est vraiment des logiques différentes, parce que dessert restaurant, c'est vraiment individuel. Alors que pâtissier, c'est plutôt... Tout à fait, on travaille un peu plus sur le volume. Ouais. Et pareil, l'organisation n'est pas la même, les produits qu'on va utiliser ne sont pas les mêmes, les temps qu'on va mettre aussi pour fabriquer, ne serait-ce que... moi, c'était un peu un marqueur. Je sais que 6 litres de crème pâtissière tous les matins, ça me prenait 45 minutes. Ah oui, d'accord. Mais voilà, pour réaliser une tâche. D'accord. Donc oui, c'est ça, l'organisation n'est pas la même. Ok. Donc... tu es à Poitiers. Est-ce que tu avais de la famille dans ce métier-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis petit-fils de paysan. Mon papa et ma maman ont travaillé essentiellement dans des bureaux. Ma mère a été chef d'entreprise. Ok. Et je crois vraiment que c'est ce pizzaiolo qui m'a donné envie de faire ce métier. Ouais. Et finalement, tu fais de la pizza ou pas? Non. Voilà, mais j'aime la fermentation, donc ça se rapproche un petit peu de fabriquer des pâtes à pizza. Ouais. C'est que nous, toutes les pâtes au restaurant sont faites maison, que ce soit la focaccia, les pains bao, sauf le pain malheureusement parce qu'on a quand même un volume assez important. La pâte feuilletée est faite maison, la pâte à brioche est faite maison, la pâte à baba est faite maison. Ça rentre aussi dans le cadre de notre conversation de ce soir. Ah bah oui, et parce que ça c'est un vrai parti pris et c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter lors de ce podcast parce que tu es un peu à rebours des autres restaurateurs, ou en tout cas de certains restaurateurs qui décident plutôt que d'embaucher d'acheter du tout fait, pour des questions de rentabilité principalement. Toi, tu as fait l'inverse. Tu décides de tout faire chez toi. Et donc là, tu parles de faire la pâte feuilletée, la pâte à baba. Je crois que tu dois être un des seuls restaurateurs à faire ça. Alors, je pense pas être un des seuls. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être un peu réducteur pour tous les autres, mais je pense qu'on est peu à le faire, effectivement. Et moi, je trouve que ça apporte une réelle plus-value, même si je le mets peut-être pas assez en avant, d'ailleurs. Ouais, enfin, oui. Parce que c'est une vraie force en fait par rapport à d'autres restaurateurs. Ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Et comme on dit effectivement, embaucher du personnel, mais qu'on doit former déjà à la base, ou du personnel qui est déjà formé. Par exemple, en seconde cuisine au verre à vin, c'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience. Ah oui, d'accord. Et moi, je fête cette année mes 22 ans d'expérience aussi à peu près. Attends, mais t'as quel âge? J'ai 37, je vais avoir 37 ans. Ah, donc 37 ans, 22 ans d'expérience. Bah oui, c'est ça, t'as commencé jeune quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Et ça fait la différence, voilà, d'avoir des gens qui ont des connaissances, qui t'apportent non seulement de la créativité, de l'aspect technique, de l'aspect organisationnel, de l'aspect management aussi, parce que des gens qui ont de la bouteille, enfin, c'est surtout des gens qui me ressemblent un petit peu, qui ont de l'expérience. En fait, ça peut qu'enrichir les autres, ceux qui arrivent chez nous. Enfin, je veux dire, ils sont pris en charge directement, on leur donne les bonnes méthodes. Il n'y a pas de meilleure méthode à un endroit qu'un autre. Mais en tout cas, les méthodes qui, pour nous, fonctionnent, qui nous permettent d'être efficaces, de produire rapidement, de produire aussi dans de bonnes conditions. Parce que la cuisine, ça reste pas que de couper des légumes, effectivement, ou faire des cuissons. Non, c'est vachement plus profond que ça. On a le côté hygiène qui est primordial, c'est même la base, hein. Enfin, c'est une des bases de notre métier. Il faut connaître ses stocks, il faut connaître ses produits, il faut connaître la technologie de cuisine, il faut connaître... un peu de chimie, c'est tellement très complexe, que voilà, on essaye aussi d'inculquer ça directement aux jeunes qui viennent travailler avec nous. Alors ça, on y reviendra sur ce sujet, donc parce que c'est vraiment la vraie différence que toi tu portes en tout cas au sein de tes restaurants. Mais si on revient donc à la fin de tes études, tu pars, donc tu fais ce stage à la pâtisserie, en pâtisserie. Au bout d'un an, tu reviens sur Montpellier, c'est ça? Exactement. Et là tu intègres un restaurant. Je rappelle mon premier chef, Pierre-Olivier Proez, et je lui dis coucou, est-ce que tu as des copains qui cherchent des cuisiniers? Il me dit bah oui, j'en ai un, il s'appelle Romain Salamone, il a ouvert il n'y a pas longtemps à Latte. C'était le restaurant Sensation qui était sur le port, un petit restaurant de vin couvert avec une cuisine totalement ouverte dans laquelle moi je me suis éclaté. C'était super. Donc voilà, il me dit contacte Romain, il était en train de chercher quelqu'un, donc allons-y. J'y suis allé. Et ça a fini j'ai bossé 4 ans avec Romain. Ah oui, d'accord. En tant que... En tant que son chef de partie, son second, en fait, ça lui permettait pareil de se débloquer un petit peu de temps. D'accord. On a mis ensemble, il avait déjà mis en place pas mal de choses, mais on a continué à développer le concept qu'il voulait y mettre. C'est-à-dire qu'on est arrivé vers la fin du Sensation, on dressait les desserts à table sur des plaques de plexiglas. Ah d'accord. Et ça a apporté une expérience client complètement folle, quoi.
Et sur Montpellier, c'est inédit. Même peut-être que dans la région complète, c'est inédit. Romain, c'est quelqu'un qui avait vraiment de l'idée et qui avait envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est justement ça que j'ai gardé de lui, que je m'en suis nourri. Parce que c'est quelque chose d'hyper important. Oui, parce que là, c'est-à-dire que tu étais au restaurant et il venait te dresser le dessert devant toi? C'est ça, admettons, si on était une table de 4, on débarrassait d'abord les verres, toute la vaisselle, on venait installer un plateau de plexiglas, on reposait les verres, on reposait les couverts, et ensuite on arrivait avec un petit guéridon, avec toutes les préparations, et on dressait en fait à même la table. Ah ouais, et ça donnait un côté tellement artistique et presque un peu féerique, quoi. Ah bah ouais, oui, ça fait une vraie expérience. Donc du coup, c'est de là que tu as vécu en fait cette expérience du fait maison, du fait main et tout à fait. Je l'ai vécu auparavant, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. J'ai vécu auparavant aux côtés de Pierre-Olivier Prouès, qui a été mon premier chef de cuisine, son papa aussi, d'ailleurs, parce que c'est son papa d'ailleurs qui m'a accueilli dans leur restaurant, avenue de la Pompignane. D'accord. Et pareil, en fait, j'ai travaillé 4 ans pour Pierre-Olivier, le temps de tout mon apprentissage. Ok, oui, donc tu as quand même baigné dans des restaurants familiaux qui mettaient en avant le fait maison, les produits locaux. Tout à fait. Non seulement le fait maison et les produits locaux, mais aussi une réelle envie de partager une cuisine sincère. Ouais. Ou du moins des personnages qui étaient extrêmement investis dans leur business, investis dans leur cuisine, dans la façon dont ils faisaient leur cuisine. Ouais. Et je pense que ça, ils me l'ont bien transmis. Ouais. C'est quoi une cuisine sincère? C'est une cuisine où on ne va pas tricher, c'est-à-dire on ne prend pas de détour, les choses doivent être faites correctement. Un jus de viande, c'est des os qui sont rôtis, ensuite c'est presque 3 ou 4 heures de cuisson, enfin même plus. Vous savez que maintenant, l'hygiène n'aime pas trop quand on lui dit « sûr, on l'a commencé hier, mais oui. voilà. » On va le manger dans 2 jours, comme les escabèches. C'est ça. Mais voilà, c'est une cuisine où on ne triche pas, c'est une cuisine où il y a du goût, c'est une cuisine où on recherche, c'est une cuisine où on crée, c'est une cuisine où on s'éclate, je crois. Donc, c'est une cuisine qui est faite dans les règles de l'art. C'est ça. C'est vraiment... ok. Ça donne envie en tout cas. Franchement. Donc tu passes ces 4 ans avec Romain Salomon. Et comment tu quittes ce restaurant? Comment tu décides de te mettre à ton compte? Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie où tu t'es dit tiens, ça y est, maintenant je deviens mon propre patron, ou c'est une opportunité, les aléas de la vie? Alors le moment où je suis devenu mon propre patron intervient quand même plus tard. J'ai quitté le Sensation parce que j'attendais mon premier enfant. D'accord. Donc et donc? Et en fait je m'étais dit, et on avait convenu avec la maman des filles, que je prendrais les trucs un peu plus à la cool. Plutôt que de travailler 60 heures par semaine, etc. C'est quand on attend un enfant et qu'on est restaurateur. Justement, on en parlait avec François tout à l'heure. Il dit c'est les métiers à la con quand on a des familles et des femmes. Une famille et une femme, c'est compliqué. C'est vrai. Exactement. Et là, c'est. Oui, il y en a qui acceptent, il y en a. Oui, complètement, oui. Et c'est moi, la maman des filles n'est pas du tout dans la restauration, n'était pas du tout dans la restauration à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai décidé de faire une saison à la plage, voilà, en travaillant en col midi, un peu sous le format que j'ai maintenant avec mes entreprises. Et en fait, non, c'était pas possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'était pas possible? Je ne pouvais pas travailler si peu, c'était pas concevable pour moi. Donc on me propose d'ouvrir un resto, je dis oui, évidemment, ma fille arrive dans quelques semaines, quelques mois ou quelques semaines. Allons-y, ouvrons un resto. Ouais. J'ai fait l'ouverture d'un restaurant au centre de Montpellier. J'ai quand même pris mon congé parental. J'ai joui des 15 premiers jours de vie de ma fille. Ouais. Et ensuite, en fait, je me suis remis dedans complet, quoi. Ouais. Pourquoi c'était pas concevable de travailler si peu? Parce que je m'ennuyais. Je devenais un peu chiant à la maison. Ouais. J'étais pas suffisamment stimulé, c'est bête, mais voilà, il y a une réelle stimulation dans ce métier quand on est dedans et qu'on s'ennuie. Ça existe, c'est le burn-out, je crois. Ah oui, ouais, quand tu t'ennuies. Oui, tu as le burn-out et tu as le burn-out. Oui, c'est ça, c'est une espèce de dépression professionnelle où on se dit non, mais
Ouais, tu t'ennuies. Il faut faire quelque chose d'autre. Mais c'est quoi du coup? Est-ce que c'est l'adrénaline du service? Parce que ça, ce coup de feu là où il faut que tout soit prêt, ou c'est les gens qui te manquaient? Est-ce que tu arrives à savoir exactement qu'est-ce qui te stimule dans ce métier? Alors oui, moi ce qui me stimule dans ce métier, c'est pas forcément que j'aime cuisiner. Alors si j'aime cuisiner, ça va être un peu mal interprété, et je pense qu'on est beaucoup aussi dans ce cas-là. Sinon là, il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose à te dire, un cuisinier qui n'aime pas cuisiner, ouais, c'est pas mal. J'aime l'aspect technique, j'aime l'aspect physique, j'aime l'aspect de gestion, j'aime l'aspect de transformation, j'aime quand un poisson est bien fileté, j'aime quand un légume est bien découpé, j'aime quand une recette est bien réalisée. En fait, c'est vraiment ce côté, voilà, c'est ça, ce côté un petit peu transformation et ouais, le côté créer, en fait, donner vie à une nature morte, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu ça qui m'anime, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le traiter, parce que maintenant, en plus, avec la technologie qu'on a en cuisine, on peut se permettre de s'amuser encore plus. Enfin, je veux dire, il y a un champ des possibles qui s'est vachement élargi. Et voilà, donc moi, ce qui m'anime dans le métier, c'est ça, c'est la transformation, la création, la mise en scène aussi de tout ça. D'accord. J'ai encore découvert une autre facette de mon métier quand je suis devenu chef d'entreprise. Et dont je parlerai tout à l'heure. Mais voilà, c'est plus... On veut savoir, dis-nous. C'est quoi? Quand je suis devenu chef d'entreprise, il y a au-delà de créer et de satisfaire la clientèle, il y a aussi ah oui, non, ça c'est un sujet que j'aimerais aborder aussi, c'est de rendre ma cuisine intéressante pour mes salariés. Parce que dans un restaurant, par exemple, du midi, généralement, vous ne trouverez pas des maquereaux à l'escabèche, vous ne trouverez pas là, une belle pâte à choux comme cette semaine avec une mousse au chocolat à base de pâte à bombe fabriquée le matin même. Une crème anglaise aussi bête qu'elle soit, mais une crème anglaise bien faite, mise dans un siphon, juste émulsionnée, c'est délicieux. Et c'est intéressant pour mes salariés de l'apprendre aussi. Et pourquoi on ne le trouve pas dans les restaurants du midi? Parce qu'en général, le midi, ça va être quoi? C'est pareil, je ne veux pas casser du sucre sur le dos ou être réducteur ni généralisé. Mais un restaurant du midi, c'est censé être un bistrot, entre guillemets, dans lequel on va manger un burger, une grillade frites. Pas forcément des choses qui sont recherchées, élaborées, cuisinées, sourcées aussi, parce que le sourcing est hyper important. Oui, donc le midi, c'est plutôt des recettes rapides, il faut être simple, efficace, aussi en termes de prix. J'imagine qu'il faut aussi rentrer dans les clous pour les clients. Et donc, du coup, tu as moins de liberté souvent dans les restaurants du midi. Exactement. Et toi, tu as décidé de ne pas faire ça, justement, parce que les restaurants que tu as, c'est que des restaurants du midi. Et donc, tu disais que tes salariés produisaient tout et donc que tu proposais des plats un peu particuliers pour un restaurant du midi. Oui, c'est ça. On va proposer des plats un petit peu gastronomiques. On appelle ça la bistronomie maintenant. Mais la bistronomie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement toute la technique de la gastronomie et l'esthétisme d'un plat gastronomique qui va se retrouver dans une seule et même assiette qui sera vendue moins cher. Ouais. Et bon, évidemment, je ne peux pas mettre de noix de Saint-Jacques sur mon menu déjeuner à 31 €, ça c'est inconcevable. Mais voilà, pour moi, le terme bistronomie, c'est apporter tous les codes de la gastronomie dans l'assiette. Je ne parle pas dans le service, ça c'est encore une zone complètement différente. Essayer d'apporter tous ces codes, toutes ces techniques qu'on nous a apprises, tous ces petits tours de main en fait, qui font qu'un plat, il aura beaucoup plus de relief quand c'est un chef en fait, qui est issu de la gastronomie qui l'a réalisé. Plutôt qu'en fait quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, ou comme on disait, voilà, qui va faire, je ne sais même pas si ça s'achète, une base d'escabèche, peut-être maintenant, je ne serais même pas étonné que ça existe. Non, parce que c'est une base qu'on a en oignons et carottes, je doute quand même que ça existe. Non. Oui, c'est pour ça, moi je ne serais même pas surpris qu'un jour ça sorte, quoi. Donc une crème anglaise, ça s'achète en briques, une crème brûlée, ça s'achète en briques. Oui, on n'a pas forcément besoin d'avoir des cuisiniers dans une cuisine pour faire ça. Ouais, je comprends. Et donc toi, alors, qu'on reprenne tu travaillais que le midi, mais tu trouvais que tu travaillais pas assez. Oui. Donc finalement, tu ouvres un restaurant. Donc là, du coup, tu deviens chef d'entreprise, mais finalement... Chef de cuisine en premier temps. Ah, chef de cuisine, d'accord. Mais finalement, c'est que des restaurants du midi sur lesquels tu travailles. Et là-bas, non, c'était ouvert midi et soir. Ah, d'accord, ok. Donc ça te remettait un peu plus... Exactement, ça me remettait dedans. Pareil, j'ai fait des rencontres superbes pendant que j'ai fait cette ouverture. Et ça a duré pas très longtemps, parce que j'ai un de mes anciens patrons qui m'avait rappelé au Clos des Oliviers, justement à Saint-Gély, qui me dit, bon, là, il y a la place de chef qui se libère, t'en penses quoi? Bon, il faut négocier avec madame. Et donc après négociation, elle m'a dit oui, vas-y. Ah oui, elle a lâché l'affaire. Elle a vu que tu étais heureux. Elle a vu que tu étais heureux dans les cuisines, donc plutôt que tu t'ennuies. C'est ça.
Ouais, elle a vu que ton bonheur, il était dans les cuisines, quoi. Dans la cuisine, et après, voilà, j'ai toujours fait en sorte de pouvoir m'arranger pour avoir du temps de qualité avec ma fille et ensuite ma deuxième fille aussi, parce que j'ai deux petites filles. Ouais. Et donc ensuite, me revoilà au Clos des Oliviers pendant 7 ans, D'accord, en tant que chef. en tant que chef. Ok. Donc grosso modo, ça a été 4, 7. Voilà, j'ai toujours été quand même très fidèle aussi aux entreprises dans lesquelles j'étais parce que on m'a confié des responsabilités relativement tôt. Ouais. On m'a fait confiance et en fait, ça donne envie de s'investir. C'est un peu ce que j'essaye de faire aussi avec mes salariés maintenant. Ouais. Ça veut dire Est-ce que tu as connu le management un peu à l'ancienne où, tu sais, parfois on entend, oui, dans les restaurants, c'est hyper dur, il y a le chef qui crie. Et c'est vrai que nous, en parlant avec les différents chefs là, qu'il y a à la fabrique, il y en a certains qui ont vécu ça et qui les ont clairement traumatisés. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Oui, je l'ai vécu. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé. En fait, je me dis, bon, ok, c'est une cuisine, si ça se passe comme ça, c'est comme ça. Oui, mais pour autant, tu l'as pas. C'est pas ce que tu reproduis chez toi. Non, c'est pas ce que je reproduis parce que c'est quelque chose que je veux pas. En fait, j'aime que les choses soient calmes, j'aime que les choses soient maîtrisées, j'aime que ce soit dans la technique comme dans les humeurs. Enfin, je pense que c'est très important et c'est contemporain aussi de se comporter de cette manière-là. Ah bah, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi dans les cuisines. Ça a mauvaise presse aussi pour ça. C'est vrai. Et en tout cas, ça peut expliquer aussi pourquoi, à la fois parce que c'est un métier hyper difficile, et pourquoi aussi il y a beaucoup de jeunes qui se désengagent de ces métiers-là, parce qu'en termes d'ambiance et de management, c'est quand même du management à l'ancienne. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais, mon rêve le plus profond, ça serait Make Kitchen Great Again. Qu'on se sente bien dans les cuisines. Ça, c'est un slogan politique. Oui, Non, mais c'est vrai. Et pourtant, je ne suis pas investi politiquement, mais en tout cas, ça peut être pas mal. Non, mais c'est vrai. Peut-être que aussi, face à ce déficit de recrutement, aussi le fait que les jeunes puissent se sentir bien en cuisine, ça peut être aussi un atout d'attractivité de ce métier-là, en fait. Bah, tout à fait. Je pense que ça devient même primordial, c'est un des piliers même de l'atmosphère d'un restaurant, la manière dont ça se passe, la manière dont c'est managé, la manière dont c'est géré, la manière dont on communique aussi à l'intérieur. Il y a eu souvent, je pense que tu dois t'en souvenir aussi, la guerre entre la cuisine et la salle. Il y a toujours en fait ces espèces de... Ouais, c'est ça. Chaque service, on partait presque en croisade, quoi. C'est fou, ça, quand même. Oui, et le client, en plus, il s'en rend compte quand même, malgré tout, quand l'ambiance n'est pas bonne ou quand... Oui, le client, de toute façon, il va les ressentir, toutes ces tensions, mises à moins d'avoir des serveurs extraordinaires qui font poker face. Oui, c'est ça. J'en ai rencontré des serveurs extraordinaires dans ma vie, hein, mais non, il y a toujours un moment où ça se ressent. Ouais. Et oui, en plus, tout le monde empathie, à la fois les salariés, les clients, le restaurateur, l'entrepreneur, quoi. Donc, vraiment, personne n'a y gagné. Ok, alors du coup, si on reprend le fil, donc là, le Clos des Oliviers pendant 7 ans, et qu'est-ce qui te fait devenir ton propre patron? Il y a eu le Covid. Ok, oui. Et là, comment ça s'est passé pour toi? J'ai découvert la paternité à ce moment-là. Vraiment, j'ai découvert la paternité. Parce que tu avais déjà une fille d'avant quand même. J'avais deux, là j'avais les deux. Ah oui, d'accord. Et en fait, ce moment-là, ça a été, je peux pas dire révélateur, mais en fait, j'ai tellement apprécié, j'ai tellement aimé, j'ai tellement passé du temps de qualité avec les filles, que je me suis dit, non, il faut que je trouve une autre solution en fait. Oui, je me suis investi pendant plusieurs années auparavant, malheureusement pendant leur plus jeune âge. Dans des affaires qui n'étaient pas les miennes, et là je me suis dit là il faut que je trouve quelque chose qui sera pour moi et dans lequel je pourrais m'épanouir, et en plus de m'épanouir, passer du temps de qualité avec mes filles et être beaucoup plus disponible pour elles. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup entre... Parce que quand même, tu disais tout à l'heure que ta femme était enceinte, enfin vous avez eu votre premier enfant, et là tu t'ennuyais à la maison, tu avais besoin de travailler, quelques années après, non mais en fait ce que je souhaite c'est passer moins de temps au travail et plus de temps chez moi. C'est ça. Ouais, mais pourquoi ce changement de... Tu vois? C'est le fait d'avoir été... Bloqué chez toi? Oui, bloqué chez moi, et en fait j'étais bloqué mais avec plaisir. C'était super parce que j'ai passé des moments merveilleux. Oui, alors est-ce que c'est le fait que tout d'un coup en fait tu n'avais plus à travailler, tu n'avais plus cette obligation, et donc du coup la seule chose que tu avais c'était de t'occuper de tes enfants, et là tout d'un coup tu t'es réalisé à quel point ça te nourrissait? Oui, en fait, je me suis posé une question aussi qui était plus profonde que ça. Je me suis dit, est-ce que si je perds ma fonction de cuisinier, je vais être utile? Ah, ok. Ah, c'est super intéressant.
Et en fait, oui, on l'est utile, on l'est pour nos proches, on l'est pour les gens qu'on aime. On se rend disponible pour les gens qu'on aime. Et en fait, je suis passé un peu à côté d'un truc là. Ah oui, d'accord. Et voilà, ça m'a pris un petit peu comme ça. Oui. Et ensuite, Monsieur Prouez a réapparu. Enfin non, il n'a pas réapparu, on est toujours resté en contact. On s'appelle un jour où je suis passé à la Lyre à côté. Et je lui ai dit, tu connais pas quelqu'un qui vend un resto, ça y est, j'ai envie de me mettre à mon compte. Je sens que c'est le moment, je sens que c'est là, il faut y aller. Et il me dit, il y a le verre à vin juste derrière, qui est à vendre. Je dis, putain, coïncidence, on avait le même fournisseur de produits d'entretien, et ce fameux fournisseur de produits d'entretien, on en avait parlé aussi. D'accord. Je dis, bon, allons voir. Et on s'est associés. En 3 mois, le restaurant a été créé. Et puis. Ah oui, c'était une évidence, quoi. C'est ça. En fait, il a fallu vraiment cette bascule dans ta tête et prendre conscience que tu n'étais pas identifié en fait à ton métier de chef cuisinier, que tu étais au-delà de ça et en même temps, ça t'enlevait pas ton amour pour la cuisine, quoi. Mais tu avais envie de t'investir de manière différente et peut-être plus équilibrée entre ta vie perso et ta vie professionnelle. Ouais, c'est chouette, c'est beau. Bravo d'avoir fait ça. Et ça, t'avais quel âge? C'était il y a 4 ans, on va dire il y a 5 ans maintenant, donc c'était 2021, je suis très mauvais pour faire le calcul dans ce sens-là. 37, oui, t'avais 31, 32 quoi. 30, oui, ouais. 31, 32. Ok, bravo, parce que c'est vrai que des hommes qui réalisent ça alors que leurs enfants sont encore jeunes, c'est rare, et surtout dans ce métier restaurateur, quoi. Parce que c'est des métiers tellement prenants que souvent ils passent aussi à côté de leur paternité, quoi. Oui, complètement. Bon, bien sûr. Belle histoire en tout cas, merci. Merci. Et oui, et là en 3 mois, tout s'est fait comme quoi. Parfois, quand les choses doivent se dérouler, tout est facile, quoi. Oui, c'est ça. Surtout quand je me suis associé à Pierre-Olivier, qui lui avait déjà en fait tous les contacts, que ce soit pour la création de l'entreprise, du moins. Ouais. Il a été d'une efficacité remarquable. Ah oui, donc vous étiez tous les deux associés, et lui, ça t'a fait vraiment un tremplin, quoi, pour te lancer à ton compte. Exactement. Okay. Et Pierre-Olivier et moi, ça fait maintenant environ 20 ans qu'on se connaît, quoi. Ah ouais, 22 ans. Ouais, oui, parce que tu as commencé ton apprentissage. J'étais tout petit. Ouais. Ah, c'est chouette. Ok, et donc là, qu'est-ce que tu découvres de plus que ce que tu connaissais déjà dans ton métier d'avant? La gestion du personnel. Ouais. Alors justement. Mais pas que de la cuisine, parce que ça, je sais faire. Ouais. Mais non, créer une salle, créer une atmosphère, créer une ambiance, créer une cohérence entre ce qu'on fait en cuisine et la manière dont on veut le restituer en salle. Il y a eu ça, ensuite la comptabilité, évidemment. Ouais. Voilà, comment on fait pour devenir rentable. Mais ça, tu y touchais peut-être déjà avant, non, en tant que chef cuisinier ou pas forcément? J'ai toujours eu un œil sur mes achats, sur mes dépenses, sur les bilans, sur en fait le nerf d'un restaurant, c'est-à-dire combien ça consomme, combien ça achète, combien ça vend, combien ça perd aussi, parce qu'on va pas se mentir, il y a aussi de la perte quasi permanente. Ah bah oui. Et j'ai toujours eu un œil là-dessus, mais le faire pour moi et le faire en étant dépendant que si ça fonctionne, je me salarie, si ça fonctionne pas, c'est ma faute, je me salarie pas. Ouais. Oui, donc tu avais un enjeu beaucoup plus important à ce que ce soit hyper bien fait, quoi. Tout à fait. Ok. Donc tu t'es vraiment impliqué dans ça. Et justement, qu'est-ce que ça a créé chez toi de découvrir la gestion du personnel, justement pour créer une ambiance, que la cuisine ne soit pas contre la salle, enfin de créer une ambiance conviviale dans ton... Qu'est-ce que tu as appris et est-ce que tu peux nous citer un échec par exemple? Un échec de management ou une erreur de management que tu as pu faire? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer par l'échec, c'est de parfois faire confiance un peu trop tôt. Oui. Voilà, tout simplement. Et des fois, on se retrouve un petit peu au dépourvu. On se disait qu'on méritait peut-être un peu plus de respect et finalement qui n'est pas. Ouais. Ça, c'était vraiment sur les premiers 6 mois, la première année, grosso modo, on va dire. Oui, et là, alors, est-ce que tu peux rentrer dans les détails? Parce que c'est vrai que moi, typiquement, en fait, ça fait écho à ce que moi, je peux vivre aussi en tant que chef d'entreprise, parce que parfois, il y a des sujets techniques qu'on ne maîtrise pas, enfin moi, des sujets techniques que je ne maîtrise pas, et donc du coup, c'est assez facile de prendre quelqu'un et de lui redonner la patate chaude en lui disant, allez, je te fais confiance, vas-y, et en même temps, on arrête de regarder ce qui se passe, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, ou parce que c'est plus facile. Et en fait, c'est à ce moment-là où on se rend compte que y a des erreurs, il y a des... et que c'est problématique, quoi. Et que, oui, c'est ça. Et que le monde serait beaucoup plus beau si on savait tout faire et qu'on pouvait montrer à chacun comment le faire, à notre manière du moins. Mais non, mais c'est pas le cas.
Donc oui, ça a été. Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu tout ça, mais j'aurais dû m'écouter. En fait, il y a des fois où j'aurais mieux fait de m'écouter et écouter mon instinct, en fait, plutôt que de faire confiance et de laisser trop faire. Ouais. Je pense que c'est là-dessus où j'ai eu quelques échecs au démarrage. Donc, en fait, il faut pas devenir en fait un chef comme à l'ancienne, être froid, fermé. Injonctif ou autoritaire, exactement, mais il faut arriver à le faire. En fait, c'est l'expression une main de fer dans un gant de velours, c'est là où il faudrait que j'arrive. Je sais que des fois, je suis toujours pas, mais je le sais. Donc c'est bien d'en être conscient déjà. Non, mais c'est bien d'en être conscient. Puis c'est justement de trouver le juste équilibre entre son intuition, parce que d'ailleurs, en plus, il y a de plus en plus de formations pour les dirigeants d'entreprise pour qu'ils justement ils se reconnectent à cette intuition-là, parce que souvent, c'est parce qu'on fait marcher et le mental et l'intuition, enfin l'alignement souvent tête, cœur, corps, qui fait que les décisions des dirigeants d'entreprise sont justes et elles peuvent être comprises par les salariés et que donc du coup la trajectoire de l'entreprise est complètement différente. Et justement, il y a beaucoup de formations pour apprendre aux dirigeants d'entreprise de se reconnecter à cette intuition. Et ça, parce que souvent c'est la clé, ça permet de passer des paliers. Oui, complètement. Et que c'est pas juste le mental qui tourne, quoi. Et ça crée des managers plus conscients aussi d'eux-mêmes et plus appréciés dans les équipes et du coup des entreprises durables. C'est prêt déjà ? Ça part au froid. Eh ben allez, allons-y. Ça sent très très bon. Vous pouvez pas le sentir, mais ça sent vraiment très très bon. On va se régaler. Ok, super intéressant. Du coup, donc là maintenant, oui, finalement, ce que tu comprends de tout ça, c'est que en fait, tu as les réponses en toi et que ton intuition elle te guide vers les bons choix. Et en fait, de toute manière, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas confronté à un problème, on ignore la solution. Enfin, confronté, oui, c'est ça, si on peut appeler ça un problème, mais tant qu'on n'est pas confronté à une épreuve, voilà, on ne sait pas comment la solutionner, et après, ça rentre dans notre cahier de compétences. Bon, ça, j'ai déjà vécu, je sais à peu près comment je fais. Donc ça, à plus faire confiance, écouter mon intuition. Ça, c'est des bonnes... Non, après, il faut de la confiance. La confiance, c'est extrêmement important. Mais oui, des fois, m'écouter davantage, ça serait bien, ouais. Ça serait peut-être une erreur de management que tu as pu faire au début. Oui, clairement. Et après, voilà, depuis l'ouverture, en fait, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens qui me ressemblent. Et ensuite, de plus en plus ça allait, plus je recrute des gens avec qui je sens que ça va matcher, justement, en fait, cette espèce d'instinct ou d'intuition. Je dis, putain, ça a l'air de bien marcher. On arrive à communiquer facilement. Il y a un vrai sens de l'organisation. Je commence à recruter de cette manière, donc de manière différente que ce que je faisais avant. Je ne recrute pas que sur des compétences, je recrute aussi sur un comportement. Je recrute sur une attitude. Ouais, c'est ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être, à quel point c'est important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dirigeants, enfin même moi j'en fais partie, et souvent ça va être clairement le premier. Parce qu'autant les compétences techniques, on peut les apprendre, on peut se former, mais par contre le savoir-être, être à l'heure, respectueux, organisé, en fait ça c'est des choses que soit on l'a pas, quoi. Et souvent Et ça c'est ton chemin en fait d'entrepreneur et de manager, quoi, qui t'a fait arriver à prioriser ces soft skills. Oui, tout à fait. C'est l'apprentissage. C'est chouette. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu as commencé dès le début à vouloir recruter et à vouloir tout faire fait maison avec des produits locaux dans tes restaurants, ou finalement ça a été une démarche que tu as mis en place petit à petit ? Alors, l'idée que j'avais de mon restaurant, c'était de proposer de la gastronomie à prix cassé, un petit peu, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire, le rendre accessible. Oui, je sors du Clos des Oliviers, restaurant gastronomique que j'avais bien développé et que j'avais... c'était un peu mon premier bébé, le Clos des Oliviers. J'ai eu la chance de partager plusieurs années aussi avec le patron de l'endroit, mais aussi avec un maître d'hôtel. D'accord. Cette équipe-là, elle faisait vraiment évoluer l'affaire. Les salariés se sentaient bien, enfin nos équipes respectives se sentaient bien. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de clivage entre nous, il n'y avait pas... C'était une vraie équipe, en fait, une équipe de 10 personnes, mais salle cuisine, quoi, une équipe de restaurant, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en place très rapidement, déjà moi, dans mon style de management, et ensuite dans mon restaurant, je savais que ça allait se passer comme ça allait être interdit. Et le premier qui est rentré, qui a encore cette espèce de petite guéguerre, non, ça marche pas chez moi, j'en veux pas. Ouais, d'accord. Donc là, tu as vraiment choisi l'ambiance de restaurant que tu voulais. Et la gastronomie à prix cassé, du coup, c'est intéressant. Parce qu'il y a quand même une notion de rentabilité dans un restaurant, surtout qu'ouvert le midi.
Parce que tout à l'heure, on parlait des restaurants qui choisissaient de faire des plats assez simples parce qu'ils étaient contraints, les clients étaient contraints par le temps et des contraintes économiques. Toi, tu as fait un autre choix de faire du gastronomique et en même temps, il fallait que ce soit rentable pour l'entreprise, tout en proposant des recettes. Comment tu as fait pour matcher tout ça ? Et en même temps, tu as des valeurs où tu souhaites former tes équipes. Voilà. Comment, concrètement, tu fais aujourd'hui pour faire matcher ces ambitions qui peuvent sembler un peu contraires ? Alors, ma façon de les faire matcher, c'est déjà d'utiliser beaucoup de techniques de gastronomie. Je ne dis pas que je fais des dressages gastronomiques, mais je sais qu'en tout cas, j'ai vraiment une patte très esthétique dans mes assiettes. D'accord. Mais c'est essayer d'utiliser un maximum de techniques de la gastronomie. Ok. C'est-à-dire, ça peut être des compétences, comme savoir lever un poisson, savoir lever une volaille, savoir lever une demi-bête, savoir désosser de la volaille. Toutes justement ces techniques qui ont été apprises auparavant, les mettre au service de mon restaurant. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'achète des poissons, ils arrivent entiers, on les lève. On les désarrête, on fait des fumées, on fait des sauces. Les cuisses de volaille, elles arrivent entières, on désosse. En fait, il y a un vrai travail de cuisine derrière. Ah oui. Mais donc, tu trouves du personnel compétent pour faire ça ? Oui. Pour désosser, ok. J'ai mon second de cuisine, je pense qu'il pourrait être champion d'Europe de désossage de cuisses de poulet, il va tellement vite. Ouais, c'est impressionnant, parce que vous n'êtes pas beaucoup quand même des chefs restaurants à faire ça, si ? Non, on n'est pas beaucoup, mais justement, je sais que c'est des produits qui existent déjà désossés. Et oui, effectivement, ça prend du temps, mais quelle satisfaction. Et en plus, on peut faire des concours. Ça, c'est rigolo. Des concours entre salariés de désossage ? Ouais, c'est ça. On se met chacun sa planche, chacun son petit monticule de cuisses de poulet, et est-ce qu'il va finir en premier, quoi. Ah oui, donc ça crée une ambiance, en fait. Ben oui, c'est ça. Tu gagnes de l'argent et tu crées une ambiance dans ton entreprise. Exactement. Tout à y gagner. Donc voilà, il y a cet aspect technique. Apporter la gastronomie, c'est aussi apporter de bons vins, en fait, avoir une belle sélection de vins. Une des contraintes les plus importantes dans mon restaurant, c'est le timing. D'accord. Donc tout ce qu'on fait, c'est que la réussite du service dépend de la qualité de la mise en place qu'on a fait le matin. Okay. C'est-à-dire que si on n'est pas en place à 11h30, on sait que le service risque de mal se passer. Mais voilà, c'est plein de petits micro-détails en fait qu'on va venir ajuster le matin en mise en place. C'est parfois quelques pré-dressages. C'est essentiellement ça en fait. C'est fabriquer tous les petits croustillants à l'avance. Si on doit faire des petits montages, on les fait. Si on doit pré-dresser quelques petits trucs, on les pré-dresse. Mais voilà, au moins que les gens, quand ils arrivent à ma table, ils disent « Oh, ça j'ai pas vu ailleurs ». Je suis surpris par quelque chose, même si c'est un menu, par exemple un plat à 18 €, le plat du jour à 18 €. Là, cette semaine, qu'est-ce que je propose ? Le plat de poisson, il est extrêmement simple. C'est un risotto avec un pesto maison, des pointes d'asperges fraîches, des petits pois frais qui ont juste été blanchis, sautés et mis dans le risotto, une bisque de tête de crevettes, parce que les crevettes, on les a traitées la semaine dernière, je les avais au menu déjeuner. Toutes les carapaces, on en a fait une bisque pour la sauce de cette semaine. Un joli pavé de lieu, bien grillé, bien rôti, des copeaux de fenouil au piment d'Espelette, une mie de ciboulette pour perler tout ça. Et puis voilà. Et puis bon appétit. Exactement. Ça donne envie en tout cas. Et ça, t'appelles ça simple ? Pour moi, ça, pour toi, c'est simple. guillemets, ça mais l'est. Pour un repas du midi, c'est quand même assez élaboré. Oui. Et donc, du coup, c'est aussi c'est produits locaux, c'est anti-gaspi, c'est tout fait main. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as du turnover dans tes équipes ? Alors, là où je rencontre le plus de difficultés, finalement, sur le long terme, maintenant, je peux un peu me faire mes stats sur 4 ans et demi, presque 5 ans maintenant. En cuisine, j'ai toujours eu des salariés fidèles, parce qu'ensuite on a des apprentis, évidemment. Les apprentis, ça tourne, ils arrivent au bout de leur cursus, et ensuite on change. Il y en a d'autres qui viennent se présenter, on les reforme. Et ça, c'est aussi un côté très noble dans notre métier, d'arriver, de pouvoir transmettre, de pouvoir former, pouvoir accompagner des jeunes aussi, parce que quand on a des jeunes de 16 ans qui rentrent dans nos boîtes et qui sont encore un peu tout feu tout flamme, il y a aussi ce côté apprendre la vie. Enfin, on n'apprend pas que la cuisine, on apprend aussi une partie de la vie. Le savoir-être, on en revient au savoir de base, en fait. Exactement. On est un peu un parent de substitution sur le savoir-être, sur le savoir-vivre. Mais moi, j'ai de la chance, j'ai des jeunes qui sont tous bien élevés, donc c'est super. Oui, après, c'est parce qu'ils
je pense que c'est parce que toi aussi, il y a du respect dans ton entreprise qui fait que ça attire les bonnes personnes à toi et c'est souvent... Donc, tu as très peu de turnover dans les équipes, finalement. En salle, essentiellement, c'est qu'on a de plus en plus... Je pense que le métier qui est le plus en péril actuellement, c'est pas le métier de cuisinier, c'est le métier de serveur. D'accord. Mais vraiment, il y a un fléau sur ce métier. Hein. Et comment tu l'expliques? Je pense que c'est le contact avec les clients, parce que qu'on le veuille ou non, on est dans une période qui n'est pas favorable en fait à la consommation, qui n'est pas favorable à faire la fête. Si on l'a fait, c'est pas le souci. Mais alors, là je me suis un petit peu perdu dans ce que je voulais dire. Moi pareil, dans mon restaurant, je suis très heureux parce que j'ai des clients qui sont quasiment tout le temps contents. J'ai peu de mauvais retours ou d'insatisfaction. Par contre, quand on voit effectivement le comportement de certains clients à l'égard de la plupart des serveurs, on ne fait pas ça, on ne siffle pas un serveur, on n'interpelle pas un serveur quand il passe comme ça. Je pense que le problème qu'on a, c'est ça. Je pense que les personnels que tu as embauchés maintenant en service, le service n'existe plus en France maintenant, parce que moi j'étais dans le service aussi, puis j'étais dans la haute gastronomie. Je pense que d'accepter... La chose, c'est que les jeunes maintenant ne veulent plus accepter, en fin de compte, certains comportements de clients. Oui, mais qui sont déplacés à la base. Ils sont déplacés, et puis c'est des clients, donc nous, on est là pour les servir. Enfin, on est là pour... Le truc, c'est ça, c'est que maintenant, est-ce que les jeunes, maintenant, est-ce que les jeunes acceptent de pouvoir sachant que même comme en cuisine, tu cries plus après, comme on fait maintenant. Maman l'a payé cher d'ailleurs, le chef Maman, il l'a payé très cher. Tout ça, ça n'existe plus. Enfin, il ne faut plus que ça existe. Je pense que le problème du service, c'est ça. Je pense. Est-ce que les jeunes maintenant, ils veulent déjà... C'est un métier assez éreintant quand même, parce qu'on ne fait que se promener. Il faut apprendre aussi à connaître le client. Et puis, je pense que les gens maintenant, est-ce que les jeunes, ils veulent accepter de pouvoir recevoir des ordres, comme tu dis, les gens maintenant, ils claquent des doigts, ils sifflent. Oui, mais c'est aussi une position très délicate dans la mesure où il y a une subordination des deux côtés. Tout à fait. On est subordonné par ses supérieurs, on est subordonné par le client. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que c'est une place qui est assez particulière. Je viens d'y réfléchir, en fait, c'est vrai que d'être serveur, c'est ça, c'est d'être au service complètement. Et voilà, comme on dit, un client, s'il a un besoin, il faut y répondre. Et ton supérieur, s'il a un besoin ou une chose à faire, il faut y répondre aussi. Donc ouais, je comprends aussi pourquoi ce métier est vraiment difficile, il est très ingrat, quoi. Même chez toi, même dans ton restaurant. Oui, même dans mon restaurant. En fait, c'est plus un problème de métier en tant que tel que d'établissement. Et pourtant, c'est les premiers témoins de la satisfaction de ce qu'ils mangent. Des clients. Oui, des clients, parce que toi, tu ne vois pas. Mais les serveurs, c'est eux qui... Ils ont en fin de compte le retour en fin de compte positif que toi tu leur apportes. Et c'est le premier, la personne, c'est le serveur qui est là en premier. Et c'est vrai que ça peut... Franchement, j'ai adoré. J'ai fait les deux pour comprendre. Comme tu disais, moi au début, j'ai dû passer aussi en salle pour comprendre le milieu. Oui, donc ça serait plutôt une place valorisante. Mais en fait, ça ne suffit pas aujourd'hui à recruter, même si tu es dans un restaurant où c'est bon, les gens sont contents. Oui, c'est ça. C'est cette double subordination qui peut expliquer ce problème de recrutement. Et ce qui fait sens en soi. Donc tu disais le service qui est très difficile Et avant, on disait de comment tu fais pour matcher. Ah oui, tu parlais de la technique, du personnel. Et de l'efficacité sur le service. Ah oui. Quand je parlais de la mise en place justement qui est faite le matin, c'est là où on va être efficace sur le service. C'est-à-dire, voilà, tout est calibré. Moi, j'ai un côté un peu maniaque où tout est rangé à la même place. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais de surprise. C'est-à-dire que je pourrais même presque pas travailler les yeux fermés. C'est pareil, je suis pas un super-héros. Mais je sais qu'à chaque fois, les choses sont rangées à la même place. Mes croustillants, c'est à gauche. Mes pipettes, elles sont sur ma petite plaquette devant. 1, 2, 3. Ensuite, tout est réfléchi pour que ce soit efficace. Oui, en fait, au final, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, proposer du fait maison, du produits locaux, avoir un personnel qui est fidèle, des produits de qualité, tout en respectant une contrainte économique pour le client et être rentable pour toi, c'est possible, mais la condition, c'est d'être hyper organisé. C'est ça. En fait, c'est une somme de plein de petits détails qui fait qu'aujourd'hui, tu as une entreprise rentable tout en ayant une équipe qui est contente de travailler, les clients satisfaits. C'est ça. Voilà. Mais ça suppose une organisation millimétrée, quoi. Oui, une organisation millimétrée et aussi un investissement personnel parce que la manière dont je manage, j'ai des équipes qui sont réellement derrière moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de dévotion,
Mais en tout cas, je sais que je peux leur demander parce qu'ils savent que je suis investi. Ouais. C'est-à-dire que je peux parfois demander un petit truc en plus, sans exagérer non plus. C'est pareil, je me rends compte quand j'exagère ou quand ça va être trop. Mais voilà, regarde, moi je me donne, ben ouais, ok, ben vas-y, je me donne un petit peu pour toi aussi. Parce que je suis content, tu me le rends. Ouais. C'est dans ce sens-là, oui. Et est-ce qu'il y a une notion de salaire? Est-ce que par exemple, je sais pas, tu payes plus qu'un restaurant classique ou pas forcément, ou finalement tu es sur un salaire classique du marché, mais ils viennent chercher chez toi autre chose Alors, non, je suis plutôt sur des salaires classiques, dans la mesure où moi, au verre à vin, j'ai que des contrats de 35 heures. D'accord. Parce qu'on n'est pas ouvert le soir, mais ça veut dire qu'il faut déjà les exploiter juste sur le midi, les 35 heures. Oui, c'est ça. Donc le matin, c'est en cuisine entre 7h30 et 8h. Ok. Et ça finit autour de 15h, 15h30. D'accord. Et les journées sont denses. Oui, et en même temps, pour du personnel de restauration, c'est plutôt confortable parce qu'il n'y a pas de coupure. Ils ne travaillent pas le soir, il n'y a pas le week-end. Donc en fait, tu proposes quand même des avantages qui sont suffisamment importants dans le secteur pour ne pas avoir besoin de proposer et en plus un salaire élevé. C'est ça. Donc ouais. Plus en plus tu les formes parce que du coup ils sont en cuisine, ils produisent, donc c'est valorisant aussi pour eux. C'est ça, et puis même l'avantage maintenant d'avoir 2 restaurants, c'est-à-dire que ok les gars, vous voulez gagner un peu plus d'argent, travailler plus, très bien, je vous mets en extra sur le 2e. Ah oui, d'accord. Et ça, ils te demandent? Ben, c'est déjà arrivé. D'accord. Et donc comme ça, au moins, parfois, il y en avait même certains qui cumulaient des contrats sur les 2 restaurants. En fait, pour rester un peu dans cette espèce de cocon et d'atmosphère agréable à vivre et à travailler. Et en plus de ça, pouvoir gagner plus d'argent. Ouais. Donc c'est aussi une manière de conserver les bons éléments. Ok, bon, bah, super. C'est quoi tes futurs projets? Alors les futurs projets, déjà on va se calmer. Hein. Non, mais là on peut se servir, là, ça y est? Ah oui, allez-y. Ah mais ils sont dedans. Ah mais j'avais pas vu. Si, voilà. Alors attends, du coup comment on le mange? On mange comme ça? Ouais. Donc, tu mets les petits filets comme ça? Ton petit jus dessus tout aussi. À fait. Avec un petit jus. Oui, c'est ça. Après, il faut manger avec la sauce aussi. Est-ce que ça correspond délicieux. à la recette Absolument, que tu as en tête, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est bien coupé? J'ai pu représenter ton produit comme... Oui, merci beaucoup. Comme il voulait. Le truc, c'est ça, c'est quand tous les chefs sont tous différents, donc on a... Mais oui, c'est ça, vous avez l'habitude. Ça fait quoi qu'un chef cuisine pour toi, d'ailleurs? Bah, c'est trop chouette. Ouais, tu kiffes? Bah oui. C'est que moi, je vais peu au restaurant, donc qu'on cuisine pour moi, c'est génial, j'adore ça. Ah, c'est cool. Parce qu'en fait, c'est vrai, toi, on cuisine pour toi, François? Non. Non, ouais, c'est ça. Hein. C'est souvent les de temps en cordonniers, temps, les mal chaussés. Mal chaussés, ouais. C'est délicieux. Ça va, Ah ouais. T'es content? C'est fidèle à ta recette? Ah oui, c'est excellent. Ouais. C'est frais. Tu vois, c'est frais, c'est acidulé, c'est rond avec le jus d'orange, justement. Oui, en plein compte, le jus d'orange, c'est une bonne idée. Ouais. Franchement, c'est un bon compromis. Très bon. Juste nacré, merci pour la découverte de l'escabèche. Bon, attends, du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, de goût. Oui, si, est-ce que tu as des futurs projets? Est-ce que tu avais envie de mettre en place des choses dans ton restaurant, améliorer? Alors là, pour l'instant, avec l'ouverture récente de Pierre Rouge, récente. Ça fait 1 an que j'ai repris le restaurant avec un associé. Et il y a déjà un temps de stabilisation. Le verre à vin, il est stable, il est géré correctement, il est sain. Là, je vais me concentrer à faire ça sur le 2e, donc sur la table de Pierre Rouge. Et après ça, on verra. Mais oui, je pense que je ne m'arrêterai pas là. Ah oui, forcément. Et là, aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre entre justement ta vie professionnelle et ta vie personnelle, parce qu'à la base, c'est quand même ça c'est pour ça que tu avais créé ton restaurant. Parce qu'aujourd'hui, c'est rempli. Cet objectif est atteint. Je me suis entouré de personnes aussi à Pierre Rouge sur lesquelles je peux compter. Ouais. C'est vrai que là-bas, j'y suis en support, en backup. Je crée les menus, je les mets en place avec mon chef là-bas. Et ensuite, ça peut s'autogérer. Donc c'est aussi une autre façon de diriger. Oui, tu as réussi à te dégager de l'opérationnel. C'est ça. Bon, j'y suis quand même. Hein. On peut pas se cacher que toujours un œil sur les mails. On a toujours des rendez-vous pour faire des événements, pour faire des... la vie d'une entreprise. Mais en tout cas, oui, j'ai réussi à m'en détacher. Ça, c'est vrai. Du coup, ça te permet de profiter aussi de ta vie de famille tout en ayant 2 restaurants. Vous êtes combien aujourd'hui? Est-ce que tu peux me dire le nombre de salariés et le chiffre d'affaires? Oui.
Pour qu'on ait un ordre d'idée. Le verre à vin. Pardon, attends, je vais compter. 1, 2. Donc au verre à vin, on est 7 personnes. Au verre à vin, on est 7 personnes pour faire tourner les restaurants. Okay. Et on excède les 500 000 € de chiffre d'affaires TTC. Okay. Et à la table de Pierre Rouge, il y a un petit peu moins de salariés. Ils sont 5, si je dis pas de bêtises. 3, 4, 6, pardon. 6 pour faire, sur la première année, là, si on met tout bout à bout, pareil, on est à peu près sur 500 000. Oui, donc à peu près, tu as une équipe d'une dizaine de personnes pour 1 million de chiffre d'affaires. C'est ça. Et tu as mis en place un process sur lequel tu as réussi à te dégager de l'opérationnel. Tu as peu de turnover dans tes équipes. Tu as une rentabilité en ayant des clients satisfaits. Et en plus, avec des produits locaux. C'est ça. Tout fait maison, sur place. Franchement, exactement. Chapeau. Merci. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui peuvent se féliciter d'avoir mis en place ça. Et c'est vrai que je suis encore très contente, mais encore plus que tout à l'heure quand je t'ai accueillie, parce que je savais, en fait, on en avait parlé ensemble, mais là, d'être rentrée dans le détail de tout ce que tu as mis en place, c'est exactement ce type d'entrepreneur que j'ai envie de mettre en avant. Et parce qu'en fait, là, je me rends compte avec toi que, en fait, même sur des secteurs sur lesquels on imagine que c'est hyper compliqué de mettre de l'humanité parce que les marges de rentabilité sont tellement faibles. Et en fait, là, tu nous montres l'inverse, qu'avec de la volonté de l'organisation, parce que c'est clairement ça, en fait, et je pense que c'est ça qu'on a compris dans cet épisode, c'est que c'est ton organisation hyper millimétrée qui te permet de faire coexister les deux et de créer un restaurant dans lequel à la fois les équipes et les clients sont contents, et toi aussi. Oui, donc, c'est ça, tout le monde est content. Et... Ouais. Mais bravo. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour ce podcast et cette interview et pour cette découverte de l'escabèche. Je suis ravi que ça te plaise et merci chef. Ouais, avec plaisir. Franchement, très cool. C'est vraiment très très bon. On dit escabèche. Escabèche, tout court. Escabèche. Escabèche. Très bien. Bon super. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu, alors abonne-toi. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oublie pas, c'est avec des gouttes qu'on crée des vagues.